commençons là-bas, au Burundi. Moment clé où un projet politico-ethnique meurtrier a pris naissance et s'est étendu progressivement, tout doucement, jusqu'au Zaïre, la République démocratique du Congo, aujourd'hui au Rwanda, à l'Ouganda et aussi en Tanzanie. Et donc, ce parcours ou cette étude stratégique et historique, nous allons démontrer une vérité volontairement peut-être étouffée ou non volontairement étouffée par les grandes puissances. Et moi, je dirais que ça a été étouffé volontairement. Les ONG également l'ont étouffé, complices et certains régimes africains l'ont tué. Et donc, nous allons tenter de vous l'amener. Nous avons d'abord la crise. La crise des Grands Lacs, comme nous le savons, est une guerre exportée par les élites Tutsi, militarisée depuis 1959. Ça, c'est déjà le socle, c'est la genèse. La crise des Grands Lacs est une guerre exportée par les élites Tutsi, militarisée depuis 1959. Nous allons expliquer ça tout doucement. 1972, comme beaucoup le savent, c'est opéré le génocide des Hutus au Burundi. Et c'est là que commence la bascule. 1972 est le point focal et la genèse de tout ce qui va suivre par la suite. Et là, nous sommes au Burundi. Et donc, après cela, Mobutu va transformer l'Est du Zaïre en champ de bataille stratégique. Après le Dja des Hutus en 1972 au Burundi. Et puis Museveni et Kagame ont repris les flambeaux idéologiques militarisés et nous avons connu la guerre du Congo. Et donc, ne sont pas les Congolais qui ont provoqué cette guerre. Elles sont venues évidemment du Burundi. C'est une guerre régionale. Nous commençons par là. Ce que nous allons comprendre, c'est comprendre que la guerre ne commence pas en 1994. La guerre ne commence pas en 1996. Mais ça commence véritablement ici en 1972. C'est là que les choses se matérialisent. C'est là que les personnes prennent conscience qu'il faut absolument se militariser parce que ce qui s'est passé là, en tout cas, ça ne peut plus arriver. Nous nous préparons pour que ça n'arrive plus. Pour comprendre, il faut d'abord casser un certain mensonge colonial. Et je pense que parce que nous cassons certains mensonges, que nous sommes carrément empêchés de parler et d'avoir une audience. Et donc, l'algorithme ne travaille pas, voilà, depuis quelques temps, mais ce n'est pas grave. Nous parlons et puis nous allons mettre ça sur YouTube. Les amis, avant l'arrivée des Européens, les Hutus, là c'est l'histoire, commence par là, les Hutus et les Tutsis ne formaient pas deux races ennemies. Ils parlaient la même langue, d'accord, Kinyarwanda, Kirundi, et vivaient dans le même territoire et appartenaient au même clan. La division raciale Hutu et Tutsi a été tout simplement politiquement créée par la colonisation, donc les colonisateurs. D'abord, ça a commencé par les Allemands, et puis les Belges ont eu à reprendre le flambeau. Donc, les Belges
vont importer ce qu'on appelle la théorie raciste aminitique. En d'autres termes, les Tutsis sont présentés comme une race noble par les Allemands, après par les Belges, une race noble venue de l'Éthiopie, donc plus évoluée que les Hutus. Et évidemment, les Hutus vont être classés comme des agriculteurs, des sous-hommes, des Bantous primitifs, et donc à diriger, à orienter, à dominer. Les résultats de cette politique belge, les Belges vont donner une armée, vont armer, si nous voulons le dire ainsi, vont instruire et donner l'administration, donner les écoles, les institutions, ils vont les donner aux Tutsis, qu'ils estiment être beaucoup plus aptes à diriger, mieux formés, mieux développés, et donc se rapprochant un peu de l'homme blanc par rapport à la morphologie, et la seule différence est qu'ils sont noirs. Alors, et donc nous comprenons qu'entre 1925 et 1959, au Rwanda et au Burundi, il y a une construction d'une élite Tutsi instruite. Entre 1925 et 1959, les Belges sont en train de construire une élite Tutsi. Ils vont les équiper intellectuellement avec la science occidentale et ils vont les aménager. Et donc, les Tutsis, ils vont accéder au pouvoir, ils sont armés, ils sont instruits, de chefferies, de séminaires, l'administration. Donc les Belges vont vraiment les équiper. Et les Hutus seront des travailleurs, ils vont être forcés à travailler. Ils sont dans l'agriculture, ils font partie de ceux qui apportent la main-d'œuvre. Et puis la Belgique, comme vous le savez maintenant, a divisé une division permanente et a hiérarchisé les races les plus évoluées et les moins évoluées. Et donc, cette politique coloniale va fabriquer une classe dirigeante, Tutsi, préparée à prendre l'État au départ de Belges. Donc, les Belges vont préparer les Tutsis. Voilà, ça, nous ne sommes pas laissés tranquilles, nous ne sommes pas en paix. Voilà, nous sommes déjà sanctionnés ici. Nos lives, voilà, c'est vraiment pas gentil, c'est pas possible ça. Nous sommes déjà sanctionnés, quoi. Voilà, nous sommes déjà sanctionnés, alors qu'on vient de commencer seulement maintenant, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que nous avons fait ici. Je ne comprends absolument pas. C'est incroyable, c'est décourageant tout ça, là. Ça décourage. Alors, c'est pas grave, nous allons avancer. Merci beaucoup, mon ami. Et donc, vous avez compris que ici, les Belges ont mis les Hutus comme les moins évolués. Ils les ont traités des sous-hommes. Et ils ont mis les Tutsis comme les plus évolués, donc en leur apportant les outils intellectuels. Ils les ont formés dans l'administration, dans l'armée, etc., pour le préparer justement à l'indépendance en 1959. Les autres ne sont pas instruits, les autres sont instruits. Donc des intellectuels sont du côté des Hutus, des Tutsis, et les moins intellos sont du côté des Hutus. Donc ça a été sciemment mis en place. C'est une politique, c'est une volonté belge de pouvoir faire ça. Et puis, nous avons connu l'explosion du Rwanda et la contagion au Burundi. Quand on dit tout commence au Burundi, il faut comprendre ça maintenant. Et les amis, vous comprenez que en 1959,
le Rwanda bascule. La monarchie Tutsi est complètement renversée. Les Hutus prennent le pouvoir avec le soutien du clergé catholique, le soutien du Belge. Parce que les Tutsis, voulant s'émanciper, voulant être comme d'autres nations, les Belges ont dit, nous vous avons aidé, nous vous avons mis à la place d'honneur, nous avons instruit, et maintenant, vous voulez l'indépendance, alors on va soutenir les Hutus. Et ils ont soutenu les Hutus. Et donc, les Tutsis perdent leurs privilèges. Ils fuient massivement au Burundi. Ils s'en vont au Zaïre, la République démocratique du Congo aujourd'hui, et en Ouganda et aussi en Tanzanie. Ils se dispersent complètement et parmi eux, certains deviennent radicaux. Parmi les évadés, parmi ceux qui ont pris la fuite, parmi eux, on compte des radicaux. Et donc, c'est la naissance du mouvement Inenzi, ancêtre du FPR. Au Burundi, le pouvoir reste Tutsi. Les rois Mwambutsa, 4, et l'élite Tutsi accueillent évidemment les réfugiés Tutsis venus du Rwanda, qui sont leurs frères, leurs frères Tutsis, puisque au Burundi, c'était les Tutsis qui contrôlaient l'appareil de l'État. Et parmi eux se trouvent également des officiers, des intellectuels et des extrémistes royalistes venus du Rwanda. Parmi les réfugiés, parmi ceux qui ont fui le Rwanda, la plupart d'entre eux, ce sont des intellos dont le Belge a instruit. Ce sont des cadres, ce sont des personnes des sciences, ce sont des militaires, des généraux. Ils se retrouvent au Burundi. Et c'est là que ça va se passer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ces cadres, ces généraux vont influencer la jeunesse armée burundaise. Et ils vont apporter un mécanisme idéologique. Ils vont fragmenter ce qui était autrefois la pensée burundaise. Il faut injecter d'autres idéologies. Dans quel sens? Ils vont alimenter la haine anti-Hutu chez les Burundais. Ils installent la peur chez les Burundais. Si les Hutus prennent le pouvoir ici, sachez-le, ils feront comme ils ont fait chez nous. Ils vont vous massacrer. Et donc, ces généraux, ces intellectuels, ces hommes instruits, venus du Rwanda, parce qu'eux ont reçu l'instruction de la part de Belges depuis 1915 à 1959. Donc, il y avait des personnes de qualité. Et parmi eux, d'autres étaient même acheminés au niveau de la RDC pour être le relais de Belges. Et donc, ils sont venus évidemment diaboliser le Burundais pour que les Burundais prennent leur parti. Vous comprenez? Et en prenant leur parti, les Burundais ont développé aussi une haine, on va dire, animale, féroce contre les Hutus, parce qu'ils ont eu peur. Parce que les autres les ont dit, si vous ne tirez pas attention, vous allez terminer comme nous. Et donc, faites attention ici, faites attention et Hutus. C'est là que commence le mécanisme du chaos régional. Le Burundi devient le laboratoire de l'idéologie tutiste militarisée. Et ça commence là. Les points de non-retour. Nous avons ce qu'on a appelé autrefois, et les grandes puissances ont tenté de nier, d'évacuer cette réalité. Nous parlons bel et bien d'un génocide des Hutus au Burundi. Ça s'est passé en 1972. Et donc, en 1976 d'abord, Michel Mikombero, un Tutsi du clan Ima, prend le pouvoir par un coup d'État. Il va militariser le pays et écarter tout doucement tous les Hutus
de l'administration, avec l'aide, bien entendu, des exilés Tutsi rwandais. C'est un plan qui est mis en place pour éliminer les élites Hutus, les intellectuels Hutus burundaises. Il faut les écarter parce que, d'après l'idéologie injectée dans la conscience de la jeunesse burundaise par ceux venus du Rwanda, les intellectuels, les généraux, parce que c'est la monarchie qui est tombée et les élites, les castes monarchiques ont quitté le Rwanda et se sont dispersés. La plupart d'entre eux se sont éjectés au Burundi et cette élite, ce caste, ces intellos ont évidemment travaillé la conscience de la jeunesse burundaise et cette jeunesse burundaise s'est radicalisée contre évidemment leurs frères, les Hutus. Alors que les Hutus du Burundi n'étaient pas les Hutus du Rwanda. Vous voyez un peu comment ça s'est passé. Et donc, forcément, les amis, en avril 1972, c'est un soulèvement local. Ce soulèvement local est utilisé comme prétexte. Mikombero déclenche les génocides contre les Hutus. Déjà, plus de 10 ans de laboratoire, 10 ans un travail de fond, 10 ans d'endoctrinement, 10 ans de mise en place d'installation d'une sorte de haine à l'encontre de leurs frères Hutus. Et ces frères Hutus n'étaient pas des Hutus du Rwanda, mais ceux venus du Rwanda ont évidemment fait un travail de fond, d'endoctrinement, et ça a payé comme conséquence ou comme voie des conséquences génocide en 1972. Et donc, le cible prioritaire dans ces massacres, les enseignants Hutus. On va viser les plus intellos, les plus assis, les mieux équipés intellectuellement parlant. Et pourquoi on va les viser? Parce qu'il faut détruire l'intelligence. Parce que l'intelligence amène l'organisation, l'intelligence amène des programmations, et donc il faut briser l'intelligence Hutu. On va évidemment éradiquer tous les enseignants Hutus, on va éliminer tous les officiers Hutus, éviter une armée qui va résister plus tard, donc on les éradique. On va détruire tous les étudiants Hutus, et pour bloquer évidemment la fuite des élites, pour ne pas qu'ils aillent se reconstituer ailleurs, parce que c'est de l'intelligence qu'il faut détruire. On va éradiquer évidemment tous les commerçants Hutus. Nous sommes encore sanctionnés, c'est malheureux. TikTok, franchement, je suis vraiment désolé, mais ça s'appelle de la ségrégation. Ça s'appelle, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est vraiment dommage, quoi. Bon, je dois encore... Les amis, s'il vous plaît, essayez un peu de tapoter pour peut-être bloquer ça. Peut-être bloquer, je ne sais pas si ça va faire quelque chose, mais en tout cas, nous ne pouvons pas dépasser les 30 personnes ici. Quand on atteint le 30, 40, bouf, on nous bloque. Et donc, on bloque l'audience tout simplement. Les amis, tentons un peu de bloquer ça, si possible, en tapotant, en partageant le live. Peut-être que ça va changer quelque chose, je ne sais pas trop. Mais je sais que là, nous sommes mis sur une liste noire. C'est une liste noire, et donc ma chaîne est mise sur une liste noire. Voilà, c'est vraiment malheureux. Ok, les amis, tapotons s'il vous plaît, tentons de briser cette malédiction imposée par TikTok. S'il vous plaît, tentons de le faire si possible. Parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. J'ai contesté. Alors, vous avez compris que l'objectif de ces carnages, de ces génocides, se détruit carrément le cerveau. On détruit les enseignants, on détruit les officiers Hutus, on détruit les étudiants, on détruit les commerçants pour contrôler évidemment l'économie. On les détruit. Donc ça a été mis en place depuis 1966. Et donc, le ciblage prioritaire dans ces génocides, politique Hutu. Pourquoi? Il va falloir qu'ils dominent complètement l'État
Donc les Tutsis devaient dominer complètement l'État. Et dans le bilan de ces génocides, le bilan est macabre. Les bilans en moins de 1 mois. Et donc, entre 300 000 et 500 000 Hutus furent exterminés. 300 000, 500 000 Hutus furent zigouillés. C'est une opération qui s'est faite dans les silences. Le monde a vu, mais le monde s'est tu. Silence planétaire, puisque tout a été planifié, méthodiquement planifié. On a repéré où étaient les intelligences Hutus, où habitaient les cadres, où habitaient les professeurs, où habitaient les officiers. Donc tout a été programmé. C'était une programmation stratégique pour évidemment éliminer. C'est une élimination programmée. Et donc plus de 300 000, 500 000 Hutus furent exterminés. Et donc les amis, c'est le premier génocide ethnique réussi dans les Grands Lacs. Le premier. Il crée une peur Hutu à l'échelle régionale. Tous les Hutus comprennent qu'ici, nous sommes en danger. C'est une histoire réellement existentielle. Nos vies sont en danger. Tous les Hutus de la région commencent à craindre la mort. Et donc, si on ne se défend pas, nous les Hutus, si nous ne prenons pas des mesures radicaux, alors ils vont tous nous exterminer. Parce que plus de 300 000 morts à 500 000 morts, c'était un choc, mais ce choc n'a pas été médiatisé en termes régionaux, en termes mondiaux, parce qu'on a tenté évidemment d'étouffer ça. Donc, voilà, ça c'est la première partie. Ça c'est la première partie. Alors, comment les conflits vont basculer au Zaïre? Les conflits. Alors, comment le conflit va basculer au Zaïre? Les amis, nous allons tout doucement. Les amis, je pense que on va peut-être nous laisser tranquille. S'il vous plaît, nous sommes à 53. C'est la première fois qu'on dépasse depuis qu'on nous bloque. Tapotons, les amis, s'il vous plaît. Partageons très rapidement. Qu'on puisse peut-être... Aïe, 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 aïe. Voilà, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Nous sommes encore sanctionnés. Et donc voilà, je dois contester encore. J'ai parlé trop vite. C'est malheureux. Voilà, je conteste parce que si je ne conteste pas, ils vont faire sauter mon live. Donc, je dois contester à chaque fois. Alors, contestation. OK. Voilà. Ouf. TikTok devrait autoriser les contenus. Donc, je dois changer peut-être de manière de contester. Autoriser les contenus comme le mien. Alors, je change ici. Peut-être qu'il y aura un changement. Voilà, j'ai contesté. On continue. On continue. On force. Peut-être que ça, les plafonds de verre va se briser. Alors, en 1972, vous avez compris, les génocides des Hutus au Burundi va provoquer un exode massif vers le Zaïre. Actuel, la République démocratique du Congo. Des milliers de familles Hutus traversent la frontière et s'installent dans le Kivu. J'ai dit des milliers de Hutus traversent la frontière burundaise et sont injectés au niveau de Kivu, à la République démocratique du Congo aujourd'hui. Une région déjà fragile à cause des tensions foncières anciennes déjà avec les Hutus et les Tutsis. Il y avait déjà des problèmes, mais d'autres problèmes vont se rajouter parce que un nombre assez important des Hutus vont évidemment être
acheminés vont courir en RDC et ces flux massifs de réfugiés va créer les premières fractures dangereuses entre la population locale et les étrangers. Parce qu'ils sont devenus trop, comme belé. Au Baotaki déjà entre 1915 à 1959, et puis 59, 61, et là, 1972. Donc, nous devenons tout simplement une terre d'accueil. Mais ça dérange les populations qui se sentent aussi quelque part envahies par des étrangers. Et donc, nous avons compris que entre 1920 et 1955, les autorités belges ont organisé des transferts massifs de Banyamulenge, des Hutus et des Tutsis venus du Rwanda, vers le nord Kivu et le sud Kivu pour travailler dans les plantations coloniales et le mine. Ça, c'était un programme, c'était un agenda belge. Et donc, où ils ont été installés au Zaïre. Les Hutus ont occupé des zones agricoles. Les Hutus sont au niveau du Massissi, Rutshuru, Nyarugango, Walikale, Kalehe. Là est concentrée la plupart des Hutus. Ils sont là-bas. Une grande majorité des Hutus se trouvent au Massissi, Rutshuru, Nyarugango, Walikale, etc. Et puis les Tutsis, les Banyamulenge, eux sont au niveau de zones d'élevage. On les retrouve à Uvira, à Fizi et à Minembwe. Et puis le ville mix où on le retrouve, les deux mélangés, sont à Goma, Bukavu et Uvira. C'est là où les Belges ont injecté les Rwandais. Rwandais mélangés. C'est-à-dire les Tutsis au niveau de Uvira, Fizi, Minembwe et les Hutus. On les a jetés, Massissi, Rutshuru, Nyarugango, etc., Walikale et Kalehe. Et ce n'était pas assez. Ça posait déjà des difficultés au niveau de la région des autochtones parce qu'ils se sentaient quand même envahis. Ils avaient besoin de leur espace. Mais les colons n'ont pas demandé le consentement, n'ont pas demandé la permission. Les étrangers leur ont été imposés. D'accord? Et puis, une vague, des milliers d'autres viennent encore en 1972. Donc, la population s'est sentie totalement assujettie de force. Et donc, ces communautés ont grandi. Sanctionné, merci, encore, ok, voilà. Nous allons contester, d'accord, conteste. Nous contestons, contestation, ok. D'accord. Alors, pourquoi vous nous empêchez de parler TikTok? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la décision. Non. Moi, j'ai l'impression qu'un groupe de personnes qui pensent que je suis leur ennemi se sont mis en réseau pour que quand je suis en live, qu'ils me signalent. Je ne vois pas d'autres chemins. C'est un groupe d'individus, peut-être des Rwandais, je ne sais pas. Et quand je suis en live, pouf, il se passe le mot, et puis voilà, pour me sanctionner. Donc, je ne vois pas vraiment d'autres voies. Alors, les amis, ces communautés vont grandir en dehors du contrôle congolais. Car l'État central, comme vous le savez, n'avait aucune politique d'intégration. Il n'y avait pas une politique exprimée d'intégration, comme on en trouve un peu dans d'autres pays. Il n'y avait pas une politique, une doctrine d'intégration. Intégrer les nouveaux arrivants. Donc, les gens venaient et puis ils restaient là. Voilà, restez là. Nous n'allons pas nous occuper de vous. Pas pour le moment. Restez là. Allez, entassez-vous, mais pas des politiques d'intégration.
Alors, pourquoi il n'était pas accepté par les Congolais, les autochtones, ces personnes qui sont arrivées en masse? Dans le peuple Houndé, le peuple Nandé, Nyanga, et plus tard les Tembo, le Rega, les Bemba, les Bembe, vont rejeter les Banyarwanda. C'était quoi les problèmes? Ils vont le rejeter pourquoi? Parce qu'il y avait une absence de statut officiel. Ils étaient qui, ces gens-là? Et donc, ces populations non ni terre, ni coutumières, ni chefferie, ils n'avaient rien. Et puis, en termes de poids démographique, pourquoi est-ce que les autochtones vont le rejeter? Parce qu'ils deviennent nombreux, les nouveaux arrivants. Bazokola, Baokomebele. Donc, la population est inquiète. Ok? Ils sont inquiets. Et donc, forcément, on n'en veut pas. Inquiétude politique aussi des acteurs politiques. Ok? Et puis, l'autre élément, c'est l'hierarchie raciale. Pourquoi les autochtones ont peur? Ont peur, mais se disent, mais vous allez nous envahir ici. Et donc, les Tutsis sont vus comme des alliés privilégiés des Belges. Et donc, après l'indépendance, les autochtones les regardent comme, vous nous avez dicté autrefois, vous étiez à côté des Belges. En fait, vous êtes des Blancs noirs. Et forcément, nous vous regardons bizarrement. Oui, vous avez fui la révolution des Hutus, on vous a chassé, la monarchie est tombée. Vous venez chez nous, mais on vous a à l'œil. On vous a à l'œil parce que vous avez été utilisé par les colons. Vous nous avez considérés comme des moins que rien, comme des Hutus de chez vous. Et donc, chez nous, nous vous avons à l'œil, et puis cette population commençait à croître, à grandir. Et Mobutu est observateur de tout ça, un stratège. Mobutu comprend très vite que la présence des Banyarwanda, parce que ce sont des Banyarwanda, ok? Les Banyarwanda est une opportunité politique pour contrôler l'Est du pays. Comment il a joué pour justement utiliser cette population politiquement pour avoir les contrôles effectifs de l'Est. Les amis, en 1972, pour un rappel, il donne la nationalité zaïroise aux Banyarwanda. Il leur donne. Bon, ça commence à barder pour avoir un contrôle réel sur vous, pour vous mettre dans ma poche, pour vous manipuler. Et je vous donne la nationalité zaïroise. Nous sommes encore sanctionnés. Je dois encore contester. Excusez-moi les amis, si je ne conteste pas, c'est fini, ma chaîne va sauter, donc je suis obligé de faire ça. Donc ça me coupe dans mon élan. Voilà, je dois contester encore. Je suis sûr et certain que c'est un groupe de personnes qui se sont passé les mots quand je suis en live, alors ils rappliquent tous, ils me signalent. Parce que je vois vraiment pas le mal que je fais ici. Hein. Alors, envoyer. Ok, on a envoyé. Ok, voilà, c'est envoyé. Ils vont approuver, d'accord? Quand je conteste, ils approuvent. Mais malgré ça, je suis encore sanctionné. Vous comprenez? Donc, c'est dommage. Ok. Et donc, vous avez compris que Mobutu voit cette population comme une opportunité pour lui, une opportunité politique. Et donc, il donne la nationalité zaïroise au Banyamulenge. L'objectif est clair pour Mobutu, c'est gagner leur loyauté contre le peuple autochtone hostile. Parce qu'il y a des peuples autochtones hostiles à l'Est qui n'étaient pas du tout pour Mobutu. D'accord? Mais alors, Mobutu va faire un contrepoids. Vous n'êtes pas pour moi, mais de l'autre côté, j'ai une population rwandaise que je veux, moi, protéger. Et donc, pour justement faire un contrepoids politique, Mobutu va donner la nationalité à toutes ces personnes. Et donc, en 1981, il retire la nationalité
avec une nouvelle loi, objectif clair et déclaré, éviter leur montée politique dans l'Est. Ce n'est pas lui-même qui décide, mais il y a eu des plaintes des autochtones, des cadres et des hommes politiques qui se sont plaints en disant « Mais attention, ceux-là, pour qui tu as donné la nationalité, ils sont dans l'armée, ils ont acheté des terres, ils sont devenus des commerçants, ils se sont imposés. » Ok? Et quelque part, Mobutu a été obligé de faire marche arrière parce que effectivement, ces Tutsis, pour la plupart, s'étaient imposés. Et ils avaient profité de leur place. Et étant donné que, vous avez compris qu'ils étaient instruits, hein? Ils étaient instruits. Ils étaient instruits par les colons belges. Donc, ce n'était pas des moins que rien. Ce n'étaient pas des Hutus. Ils étaient organisés. Et donc, ils ont profité de leur instrument intellectuel pour s'imposer et s'acquérir des terres. Et 1981, Mobutu prend en compte les réclamations, en tout cas les plaintes de ses frères, et il le signe. 81, il les retire la nationalité. Éviter leur montée politique dans l'Est. La conclusion, Mobutu va utiliser leur identité comme une arme politique. Aujourd'hui, Congolais, demain, étrangers. Mobutu les manipule pour, évidemment, entretenir les chaos. Il faut entretenir les chaos. Les résultats de cette manipulation, de ce gymnastique, les Hutus Banyamulenge du Kivu se sentent abandonnés. Les Tutsis Banyamulenge commencent à se militariser. Ils se militarisent comment? Parce qu'ils sont déjà aiguisés, ils sont déjà instruits. Quand tu quittes le Rwanda, ils sont déjà en capacité, puisqu'ils ont déjà influé, ils ont déjà influencé la conscience burundaise. Les Burundais ont frappé les Hutus en 72 parce qu'ils ont été influencés quelque part par les Tutsis venus du Rwanda. Et donc, ce sont des élites, ce sont des généraux, des personnes que le Belge avait déjà programmées et, on va dire, instruits pour être des leaders. Et donc, ils se sont imposés au Burundi et ils se sont aussi imposés en RDC, le Zaïre, et Mobutu leur avait donné tout simplement la chance de pouvoir être auprès de lui pour faire un contrepoids avec les autochtones qui étaient aussi la Mobutu, mais ils en ont profité avec leur science. Waouh, sanctionné. Ok, les amis, très rapidement, nous contestons. Voilà, je conteste. C'est dommage, hein? Contestation. Ok. Alors, au moins là, nous avons dépassé quand même les 50, mais nous sommes toujours contestés. Donc, merci pour vos tapotages, parce que c'est ça qui brise un peu le plafond. Peut-être partager en masse pour briser totalement la malédiction. Et donc, les amis, nous comprenons ici que Mobutu les a manipulés pour entretenir le chaos. Les Hutus, Banyamulenge, du Kivu se sont sentis abandonnés et abandonnés aussi par les Rwandais. Pas au Burundi, mais au Rwanda. Non. Il faut bien me suivre, camarades. J'ai bien dit au Burundi. Ça a commencé au Burundi. Et donc, les Hutus se sentant aussi abandonnés par le régime des Hutus au Rwanda, ok, ils se sont sentis aussi abandonnés parce que le régime Hutu au Rwanda pouvait soutenir ici au Zaïre les Hutus qui étaient là, c'était leurs frères. Bonjour de Govanessa. Vénérable plutôt, bonjour mon ami. Et donc, pourquoi les Hutus du Zaïre se militarisent dès les années 70 à 80? Les Hutus du Zaïre se sont militarisés dans les années 70
1980. Même si au Rwanda, les pouvoirs étaient entre les mains des Hutus, de Kayibanda, puis Habyarimana, les Hutus du Zaïre ne se sentaient pas protégés par le régime Hutu du Rwanda. Pourquoi? Kigali les a tout simplement ignorés. Explication de ce rejet, ils étaient vus comme Banyarwanda du Congo, donc ils n'étaient pas des Rwandais. Voilà pourquoi Kigali les a ignorés. D'autres raisons, c'était des menaces Tutsis. Ils voient en 1972, au Burundi, ils comprennent que ici, il y a une peur, la peur d'être massacré. Menace Tutsi, même si au Rwanda, les pouvoirs étaient entre les mains des Hutus, vous avez compris, entre les mains des Kayibanda, après Habyarimana, les Hutus du Zaïre ne se sentaient pas protégés, au contraire, ils étaient négligés. Et donc, la raison, Kigali les ignore, il y a des menaces Tutsi qu'il faut surveiller, des tensions foncières, Mobutu peut frapper, explication claire, Mobutu va les utiliser pour les abandonner, puis les organiser. Donc, ce sont des marchandises, ce sont des marionnettes. Alors, au final, pour se sécuriser, parce que personne ne les organise, personne s'en charge, ils sont abandonnés par le régime d'Habyarimana, ils sont abandonnés par le régime de Kayibanda avant, et donc, c'est sentant en danger, puisque les amis, les Tutsis ont été massacrés après 1972 au Rwanda par rapport à ce qui s'est passé au Burundi. Ce qui s'est passé au Burundi a réveillé des tensions au Rwanda. Les Hutus s'en sont pris aussi aux Tutsis du Rwanda, en disant que vous êtes complices. Ce qui s'est passé au Burundi n'arrivera pas chez nous. Et donc, certains Tutsis ont été aussi bien bastonnés. Et la plupart ont fui direction le Zaïre. Donc, au Zaïre, on se retrouve avec des Hutus et des Tutsis. Vous comprenez? Face à face. Et donc, par peur d'être, on va dire, exterminés par les Tutsis qui sont au Zaïre, ils créent un groupe autochtone dans les Massissi et les Rushiru. Ce sera les débuts alors de la future FDLR. FDLR ne commence pas en 1994. Alors, je dois encore contester. Voilà. Nous contesterons toujours. Nous contestons. Vous voulez nous limiter, nous contestons. Vous voulez nous empêcher de parler, nous contestons. Les amis, merci de nous sécuriser parce que là, nous sommes la cible de TikTok. TikTok ne veut pas qu'on parle. Alors, les amis, ça sera le début de la future FDLR. Et donc, pendant ces temps-là, pendant que les Hutus sont en train de s'organiser, de s'armer, nous sommes entre 1970 et 1980. Et pendant ces temps, les Tutsis aussi se militarisent dans le Kivu. Ils ne se militarisent pas en Ouganda. Ils ne se militarisent pas en Burundi. Ils se militarisent aussi dans le Kivu. Parce que les deux ont peur. Les Hutus ont peur des Tutsis et les Tutsis ont peur des Hutus. Parce qu'il y a eu 59, il y a eu 72, et puis il y a eu après 72 au Rwanda. Donc les deux là se regardent comme des ennemis et ont peur que l'autre massacre l'autre. Et donc, face évidemment à la haine montante contre eux, les Banyamulenge Tutsis du Kivu commencent aussi à s'armer en secret. Ça fait en secret par l'aide du Burundi et de Tutsis à l'époque. Vous comprenez? Les Banyamulenge Tutsis du Sud Kivu, au même moment que les Hutus commencent à s'armer, toujours
au Zaïre, sous Mobutu. Les Banyamulenge et Tutsis du Sud Kivu commencent aussi à s'armer en secret. Ils créent des réseaux d'officiers formés parce qu'ils ont été, je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des castes qui ont quitté le Rwanda en 1959. Ce sont des personnes instruites dont la Belgique a eu soin d'instruire, à former. Donc, le groupe qui quitte Kigali en 1959, ce sont des personnes formées. Ce sont des cadres, ce sont des cerveaux. Ce sont des personnes qui peuvent mettre en place des projets, des plans, des stratagèmes, etc. Et pour éviter que le même cerveau de l'autre côté puisse s'organiser et aussi mettre en place des projets, en 1972, en Burundi, on a tout simplement éradiqué tous les cerveaux Hutus. Dans tous les cerveaux Hutus, les professeurs, les avocats, les ministres, les généraux ont été massacrés en Burundi. Je vous ai dit entre 300 et 500 000 morts. Des personnes Hutus ont été massacrées. Et c'est ça qui a allumé la mèche qui va préparer tout ce que nous allons voir maintenant. Donc, chers amis, vous avez compris que face à la haine montante contre eux, les Banyamulenge et Tutsis, parce qu'ils sentent la haine, ils sentent qu'eux, ils sont la cible des Hutus, parce qu'on a quand même massacré les Hutus, d'accord? Plus de 500 000 Hutus en Burundi, parce qu'eux ont manigancé, ont quelque part endoctriné la jeunesse burundaise pour les rallier à leur cause, alors que les Hutus de Burundi n'étaient pas au Rwanda. Donc la révolution rwandaise n'avait rien à voir avec les Hutus du Burundi. Mais le caste, plutôt les hommes forts intellectuellement, les sages qui ont quitté en grand nombre en venant au Burundi, ont fait un travail d'endoctrinement. Et les Burundais, ayant peur, ils ont organisé le génocide de 1972 qui a jeté les chaos par la suite. Plus de 500 morts. Et donc, ils créent des réseaux d'officiers formés. Ils contrôlent certaines vallées de l'Itombwe. Ils installent des caches d'armes dans Minembwe, Bijombo et Uvira. Et à la fin des années 1980, les Kivu étaient militarisés, pas officiellement, mais chaque commune avait ses armes. Et donc, ça commence sous Mobutu. Chaque groupe s'est protégé. Alors, on conteste encore. Voilà. Merci beaucoup, TikTok. C'est gentil de votre part. Nous allons contester. Voilà, mon live ne contient pas des contenus mentionnés dans l'avis, donc j'appuie là. TikTok devrait autoriser les contenus comme le mien. Je mets là, je vais changer un peu. Voilà, peut-être qu'il y aura un changement. Ok. Les amis, donc à la fin des années 80, le Kivu était militarisé, pas officiellement, mais chaque communauté avait ses propres armes pour se protéger. Les Hutus se protègent des Tutsis et des autochtones qui n'en voulaient pas, d'accord? Parce que c'était trop. Les autochtones n'en voulaient pas. Ils en avaient assez. Vous venez d'où comme ça? Nous ne sommes pas le paradis. Nous ne sommes pas le pays qui accueille la misère du monde. Vous nous envahissez. Donc, ils se sont protégés contre les autochtones et se protégeant contre les Hutus. Les Hutus, la même chose, on se protège contre les autochtones et contre les Tutsis. Et donc, ils se sont armés et Mobutu, regardez, et lui, Mobutu, ça l'arrangeait. Et donc, observez un peu le mécanisme là. Observez les mécanismes. 59, exil des Tutsis, ce qui revient à une naissance de l'idéologie des revanches. 1972, génocide des Hutus au Burundi, ça veut dire une panique régionale.
les Hutus sont en danger dans la région. 1980, une militarisation des Hutus et des Tutsis au Kivu. Donc le Kivu devient la bastion. Le Kivu devient une zone rouge dont le groupe veulent évidemment se protéger. Et donc les Congo devient les ventres mous de la guerre qui vient. Les Kivu, le lit est préparé pour justement le recrutement et pour organisation de guerre, etc. Et comment Museveni et Kagame ont retourné la donne ou la situation dans les années 1980. Nous avons la naissance de FPR et la militarisation stratégique des élites Tutsi. C'est une militarisation stratégique. Comme nous comprenons très bien mon propos, pendant que Mobutu joue aux pompiers pyromanes au Zaïre et que les Burundis s'enfoncent dans la dictature Tutsi, quelque chose dorme. Quelque chose dort et se prépare en Ouganda. Quelque chose est en train de prendre corps, de se préparer, de se manifester en Ouganda. Et aussi, je ne l'ai pas mis, et aussi au Kenya. Les cerveaux moteurs, l'idéologie de la reprise du Rwanda par la force. Ce sont les étudiants au Kenya, à Nairobi. Donc, la doctrine, l'idéologie de la reprise du Rwanda par la force, ça vient évidemment des étudiants du Kenya. Ça, je ne l'ai pas mis dans mes notes. Alors, cher ami, quelque chose se passe pendant que Mobutu joue au pyromane. Quelque chose est en train de se faire. Quelque chose est en train de prendre corps en Ouganda. Alors, si vous ne comprenez pas le terme pompier pyromane, mon ami, alors dans ce cas, c'est que vous ne m'avez pas suivi. Je vous ai dit que Mobutu entretenait ces conflits. Il le savait et il a soutenu. Il n'a pas éradiqué, il n'a pas interdit ces groupes de s'armer. Okay? Pour lui, c'était utile pour lui pour avoir la maîtrise de l'Est. Et donc, il allume le feu et c'est ça qu'on dit pompier pyromane. D'accord? Si vous ne comprenez pas l'expression, je suis désolé pour vous. Ce qui s'est passé à l'Est, il était informé. Il savait que ces différents groupes étaient en train de s'armer pour se protéger les uns des autres. Et donc, en tant que président, il a choisi de jouer un jeu, il a mis une stratégie, mais qui n'a pas fonctionné. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis pompier pyromane. D'accord? Ah oui, j'oublie que pour vous, tous les mots du monde, c'est Mobutu. Ouh, voici quelqu'un qui vient ici pour me distraire. Je suis en train de parler l'histoire, mon ami. Je ne philosophie pas ici. Pourquoi vous êtes toujours là à vouloir désorienter, à vouloir déformer les choses? Je vous parle de l'histoire, ok? Si vous ne connaissez pas l'histoire, Maman Blanchard, c'est que vous êtes problématique. Mobutu n'était pas un saint. Mobutu a ses qualités. Nous avons déjà parlé de Mobutu ici. Nous avons mis en lumière Mobutu, un stratège, un diplomate hors pair. Nous avons parlé de ce qu'était Mobutu dans la région, de sa puissance en termes géopolitiques de la région, en termes de diplomatie. Nous avons touché les bons coins et les bons côtés de Mobutu. D'accord? Et donc, si nous mettons un peu en lumière les côtés négatifs, il ne faut pas vous énerver. Mobutu n'était pas un saint. Aucun président n'est saint. Aucun président n'est saint. D'accord? Vous savez que Mobutu a beaucoup travaillé. D'accord? Mais il a fait des gaffes aussi. D'accord? Donc, sur ça, dire ça, ce n'est pas salir sa mémoire, mais c'est raconter l'histoire. Alors, dans les années 1980, je vous ai dit que pendant que Mobutu joue aux pompiers pyromanes, mon ami, au Zaïre, et que les Burundis s'enfoncent dans la dictature Tutsi,
ok, en détruisant, en éliminant les intellectuels, les étudiants, les professeurs Hutus, quelque part, là, quelque part en Ouganda, quelque chose est en train de se jouer. Ok, quelque chose est en train de se matérialiser. Ok, quelque chose est en train de prendre forme. Il y a le FPR qui est en train de monter en puissance, Front Patriotique Rwandaise. Pourquoi il monte en puissance? Parce qu'ils se sont rendus compte que nous mourons, ou c'est les autres qui meurent. Vous comprenez? Parce que le massacre ou le génocide de 72 de Burundi contre les Hutus a fait qu'au Rwanda, ils se sont vengés contre les Tutsis. Et donc, au Burundi, il génocide près de 500 000 personnes, 500 000 Hutus. Au Rwanda, ils se disent, oh là, vous nous avez massacrés, vous avez tenté à nous exterminer complètement, plus de 500 000 morts. Alors, vous, les Tutsis qui êtes ici au Rwanda, vous êtes des complices. Et les massacres ont commencé aussi après 1972. Et donc, la vague de réfugiés, des Tutsis massacrés au Rwanda, ont pris la fuite vers la RDC. La vague des Hutus qu'on a massacrés en Burundi ont pris la fuite vers la RDC. Et ils sont partis se retrouver là-bas, se faisant face. Vous comprenez? Ils se sont fait face. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a fallu s'armer. Et donc, pour se protéger davantage, l'idéologie du retour par la force au Rwanda commence au Kenya. Ça, c'est le côté politique au Kenya. Et côté militaire, ça se passe au niveau de l'Ouganda. Toujours pour dire, nous voulons nous protéger contre les Hutus. Les Hutus veulent se protéger contre les Tutsis. Et donc, nous comprenons qu'après 1959, des milliers de Tutsis réfugiés grandissent en Ouganda. Ils vivent dans des camps marginalisés, sans nationalité. Ils sont surveillés. Ils comprennent une seule chose. On ne retournera jamais au Rwanda par la négociation. Ils l'ont compris. Il faut l'arme, il faut s'armer. Et donc, ces exilés Tutsis vont créer d'abord un parti politique clandestin en 1979. Création du RANU, les R-A-N-U, en d'autres termes, Rwandaise Alliance Fort National Inuti. L'objectif est clair, retour au Rwanda et renverser les pouvoirs Hutus par la force. Nous allons retourner. Alors, on va encore contester, puisque nous sommes encore mitraillés. Voilà, on conteste. Ah là 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 là, c'est vraiment dommage. Donc ça, c'est vraiment nous couper. Nous étions bien partis, cette chaîne était bien partie. Était bien partie, nous étions bien partis. Mais malheureusement, on veut nous détruire. C'est dommage. Donc, on nous impose, nous ne dépasserons pas les 50 personnes, puisque quand on vous sanctionne ainsi, et donc il n'y a plus de notification, personne ne voit votre live. Voilà. Et donc, c'est pour vous dire, messieurs, arrêtez de faire de live, ça ne sert à rien, puisque personne ne va vous suivre. On vous bloque. Ok, c'est pas grave. On va continuer quand même. Non, depuis, ça fait presque 8 mois que je fais mes lives. Je suis dans la géopolitique, sur la géoénergétique, sur la politique interne, mais beaucoup plus extérieure. Donc, depuis là, je pense que depuis que je fais un live sur l'occidentalisation et les droits internationaux, quand j'ai dénoncé le dérive et la manipulation, depuis là, je suis bloqué.
depuis que je parlais du droit international, la magouille derrière, que ça n'était pas là pour aider les Africains, et j'ai démonté les mensonges. Et donc, depuis là, je suis empêché. Donc, personne ne doit venir m'écouter. Alors, c'est pas grave, nous mettrons ça sur YouTube. Les amis, 1979, vous avez compris que la création du premier mouvement, objectif rentrer au Rwanda par la force, renverser les pouvoirs renverser les pouvoirs des Hutus, mais les tournants arrivent quand la génération Tutsi découvre la guerre et l'organisation militaire. Les tournants arrivent à ce niveau-là. Museveni, l'Ouganda et les écoles militaires. C'est Museveni qui va évidemment renforcer, discipliner davantage ce mouvement parce que c'est la nouvelle génération. C'est des gens qui sont nés en 60. Monsieur Kagame, il avait 3 ans en 53, à 59. Donc c'est sa génération qui vont être militarisés. La génération de Kagame. Donc en 1981, Kagame a déjà 20 ans, a déjà 30 ans. Parce que Kagame, en 51, en 59, il a 3 ans. On va dire 30 ans après, donc il a 30 ans. En 81, Museveni lance une rébellion armée pour prendre le pouvoir en Ouganda. Pour évidemment récupérer l'Ouganda contre Milton Obote, il fonde une guérilla disciplinée, la NRA, et qui rejoint son armée. Et donc, qui rejoint l'armée de Museveni? Qui rejoint la rébellion? Des exilés Tutsis du Rwanda, ils les rejoignent. Des jeunes sans armée ni patrie, dont le Rwanda ne s'occupe pas et la RDC ne s'occupe pas. Ils sont déchus de leur identité. Ils n'ont plus de patrie. Les Belges les ont déposés et les ont pris au Rwanda et ils les ont déposés au Zaïre. Et quand ils sont partis, les Belges les ont laissés là sans réellement un statut correct. Dans le Belge, les ont abandonnés. Et ni le Rwanda ne le veut, parce que quand il y a eu l'indépendance au Rwanda, ils n'étaient pas là. Okay? Quand il y a l'indépendance au Congo, ils étaient là. Donc les Rwandais disent, vous, l'indépendance s'est faite, vous n'étiez pas là, donc vous n'êtes pas des Rwandais, restez là-bas. Et le Congo, les Aires qui disent, bon, vous, on vous a laissé ici par les Belges, vous êtes qui, vous d'ailleurs? On ne vous connaît pas. Bon, allez, on vous donne des documents et on vous reprend. Donc, vous êtes sans terre. Et donc, forcément, les jeunes sans armée ni patrie rejoignent Museveni. Des futurs commandants du FPR, ils les rejoignent. Parmi eux, vous avez Fred Rwigina, chef militaire du FPR. Il a été déjà en 90. Et parmi ces jeunes-là, vous avez Paul Kagame, chef du renseignement Tutsi, futur président, vous connaissez, du Rwanda, et Patrick Karegeya Kayumba Nyamwasa James Kabarebe, chef militaire. Et donc, ils rejoignent évidemment le mouvement de Museveni. Et donc, ici, Museveni, qu'est-ce qu'il fait? Museveni les entraîne, Museveni va les armer, Museveni va les former politiquement. Ils apprennent dans l'armée de Museveni le camouflage politique, ils apprennent des tactiques de guérilla, des propagandes stratégiques, contrôle d'un territoire par discipline militaire, ils apprennent en renseignement et infiltration. Ils ne sont plus des réfugiés, ils ne sont plus des personnes sans patrie et ils sont devenus une armée en exil, dans le but
l'objectif est d'aller conquérir le Rwanda. Et donc, entre 1959, nous sommes en 1987, c'est la naissance du FPR. 86, Museveni prend le pouvoir en Ouganda. Une année plus tard, les RANU, les RANU, devient le FPR, Front Patriotique Rwandais. Ça a pris forme. Officiellement, mouvement politique de retour des réfugiés, en réalité, c'est une organisation militaire offensive. Officiellement, une unité nationale, mais en réalité, ce sont des leaders exclusivement Tutsis. Officiellement, c'est l'objectif aller politique, mais en réalité, c'est un projet géostratégique de contrôle régional. Donc, tout se dessine. Et Kagame en prend la tête après la mort de Fred Rwigema en 1990. Son plan est clair, net, c'est calculé, c'est le projet qui est là. Reprendre le Rwanda par les armes, neutraliser la majorité Hutu, il faut qu'il soit neutralisé, sécuriser les Rwandais et projeter la puissance vers le Congo. Donc, le programme est clair, tout est tracé. Et en 1990, le 1er octobre 1990, le FPR attaque les Rwandais depuis l'Ouganda. Pourquoi ces moments-là? Pourquoi pas avant? Tout simplement, le régime Hutu d'Habyarimana est affaibli. 1. Mobutu commence à vieillir et perdre le contrôle du Zaïre et il est déjà abandonné par l'Occident. 3. Le Burundi vient de réprimer un soulèvement Hutu en 88. Et donc, la tension est maximale au niveau de la région. Et en 4e position, les élites Tutsis en exil sentent que l'heure est arrivée, c'est le moment de frapper. Mobutu est fragilisé, Habyarimana est fragilisé. L'Occident commence ici à soutenir activement Museveni. Et donc, ce sont des personnes qui ont étudié la région. Ils connaissent les climats géopolitiques liés à l'international. Et donc, ils savent que l'armée congolaise est fragilisée. Ils savent que Mobutu est rejeté. Ils savent que l'Occident cherche des acteurs nouveaux pour justement restructurer une restructuration fondamentale de la région. Et donc, les temps étaient propices, les temps étaient corrects pour attaquer. Et donc, la guerre civile commence au Rwanda. Elle dure 4 ans et se termine en 1994 pendant que Mobutu regarde. Aide un peu, mais regarde. En 1994, l'entrée de la phase finale du plan, ici, en avril 1994, l'avion du président Habyarimana du Rwanda et du président Tairiamira du Burundi est abattu. C'est l'étincelle, la goutte d'eau qui va déborder les vases. Et évidemment, déclenchement du génocide rwandais, ça commence, ça prend cours. Nous étions spectateurs de ça, nous regardions ça à la télé. Les FPR en profitent bien évidemment et prend le pouvoir en juillet 1994. Nouveau régime au Rwanda égale pouvoir Tutsi militarisé, retour au bercail. Ils sont retournés au bercail. Qui retourne au bercail? Ceux qu'on a chassés en 1959, des élites, des personnes instruites, des cadres, un caste bien formé par les colons. Eux sont partis en Burundi. Ils ont influencé le cerveau burundais. Ils les ont manipulés, instrumentalisés pour dire attention, vos Hutus qui sont ici sont une menace existentielle pour vous. Il faut les exterminer, sinon ils vous feront ce qu'ils nous ont fait au Rwanda. À partir de 1966, les Burundais ont commencé à mettre en place un projet d'extermination des Hutus. Ils ont compris que non, nos frères ici, ils ont raison, nous devons avoir
de la prudence. Donc, nous organisons un génocide planifié depuis 1966 et en 72, c'était tout simplement l'exécution du projet. 300 à 500 000 Hutus ont été tout simplement éliminés. Vous comprenez? Éliminés. Et tous se sont injectés au Congo. Au Congo, il se retrouve qui? Au Congo, vous avez ceux venus par les colons entre 1915 et 1935, ceux venus par la fuite des Tutsis, parce qu'il y a eu révolution des Hutus, ils sont entrés au Congo, Burundi et au Ouganda. Et puis, en 72, encore, les Hutus sont venus en RDC. En 72, là même, dans cette année 72-73, au Rwanda, massacre des Tutsis, vengeance de ce qui s'est passé au Burundi. Et une grande partie sont encore injectés en République démocratique du Congo, sous l'égide des bâtons de commandement de Mobutu. Et en 1994, un grand nombre de Hutus viennent encore en RDC. Et donc, vous avez deux blocs, deux ennemis qui se font face au Congo. Deux ennemis se sont armés au Congo pour se protéger les uns les autres. Au Kivu, à partir des années 70, 80, d'accord, vous avez deux groupes qui se sont armés jusqu'aux dents pour se protéger les uns les autres. Et Mobutu savait, il les observait parce qu'il n'avait pas vraiment le contrôle total de l'Est. Et donc, avoir deux groupes s'armer, ça servait aussi à protéger l'Est pour empêcher que Chaba, vous voyez, les souvenirs de Chaba sont entrés par l'Est, donc pour empêcher que d'autres protagonistes profitent de la faiblesse pour entrer vers l'Est. Non, qu'est-ce que l'opération turquoise? Alors, vous connaissez très bien cette opération turquoise, mon ami. Si vous posez la question, c'est que vous le savez. Alors, les amis, en avril 94, l'avion des Habyarimana est abattu. Vous avez compris, l'étincelle et déclenchement de génocide rwandais. Les FPR en profitent pour entrer au pouvoir. Ils prennent le pouvoir et nouveau régime du Rwanda égale pouvoir des Tutsis autoritaires. Alors, à ce stade, retenez ceci. À ce stade, 59 exilés des Tutsis du Rwanda. Ils sont où? Ouganda, Burundi, Congo. 72 génocides au Burundi des Hutus. Les Hutus vont où? Les Hutus vont au Congo. 85-90 montée du FPR. 94 prise du Rwanda par Kagame. Et donc la poudrière va exploser au Congo. Tout ça va se manifester évidemment au Congo. Les amis, vous avez compris qu'après 94, la région des Grands Lacs entre dans une nouvelle phase de guerre totale. Le FPR de Paul Kagame contrôle désormais les Rwandais, mais il fait face à un problème majeur. Plus de 1 500 000 Hutus, civils, anciens militaires, rwandais et milices interamoués se sont réfugiés au Zaïre dans les Kivu. Dans les Kivu où il y avait déjà les Hutus armés. Ces réfugiés s'organisent très vite dans les camps de Mungunga, Katele, Kibumba, Bukavu, Walungu, Uvira, etc. Les génocidaires prennent les contrôles des camps, se réarment et lancent des attaques contre le Rwanda. Kigali réagit immédiatement. Si les Zaïre protègent nos ennemis, nous irons les chercher alors là où ils sont. Ça, c'est le discours officiel.
Et donc, en octobre 1996, les Banyamulenge Tutsi du sud Kivu, vivant sur les hauts plateaux du Minembwe et Uvira, déclarent publiquement qu'ils prennent les armes contre le régime de Mobutu. En réalité, vous avez compris que ils sont armés, ils sont entraînés et soutenus par Kigali. Octobre 1996, les Banyamulenge Tutsi du Sud Kivu, qui s'armaient depuis 1970 pour se protéger des Hutus, okay? Ils étaient déjà armés, ils s'étaient déjà entraînés, donc c'était déjà des milices. Et donc, en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont armés, entraînés et soutenus par Kigali. Ils servent d'entrée militaire pour envahir le Zaïre, pour le Sud Kivu. Ils déclenchent la guerre sous le prétexte de leur protection. C'est la tragédie, la stratégie Kagame et Museveni. Utiliser une minorité menacée comme prétexte, faire croire à une rébellion locale, puis déclencher une guerre régionale. Donc, les éléments néfastes où le concert était déjà là depuis les années 70. Ils étaient déjà formés, ils s'étaient déjà armés. Mobutu les avait laissés faire avec une stratégie de contrôle, mais cette stratégie a mal payé parce que en laissant ces gens-là s'armer, on les a en fait organisés. On les a outillés psychologiquement et matériellement. Et on les a préparés à être un pont pour Kagame. Et donc, forcément, ils vont créer un mouvement pour renverser Mobutu. Kagame et Museveni ont besoin des Congolais vitrines. Ils choisissent Laurent Désiré Kabila, un vieux marxiste oublié, autrefois rebelle, le mumbiste du Fizi, Baraka. Ils créent un mouvement, AFDL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Et donc, façade, rébellion congolaise, en réalité, invasion étrangère. Façade, libération nationale, je ne sais pas qui était en captivité, qui était prisonnier, qui était dans des chaînes, qui avait des jougs. Et alors qu'en réalité, opération militaire Rwandais-Luganda, et en façade, le chef, c'est Kabila, Laurent Désiré Kabila, et en réalité, c'est Kagame qui décide de tout. Une fois qu'on a compris tout ça, à l'époque, Mobutu est fini, vous l'avez compris, malade, il est affaibli, il est corrompu, abandonné par la France. Les États-Unis suivent une nouvelle doctrine en Afrique du Grand Lac. Il faut tout simplement remplacer les dictateurs, considérés anciens par des alliés militaires stratégiques. Soutenir les États agressifs et discipliner, notamment le Rwanda et l'Ouganda, et laisser tomber les États faibles comme les Zaïre. C'était une politique occidentale, ils ont décidé comme ça, c'est un revirement, ils ont dit non, nous changeons de stratégie, mur de Berlin est tombé, nous n'avons plus besoin de Mobutu, et d'ailleurs, il est faible, il est malade, etc., la corruption, etc., l'État n'est pas identifié dans des régions, donc il n'y a pas la présence de l'État, donc tout ça, bon, on change. Et comme résultat, fait vert diplomatique pour envahir le Zaïre, le fait vert de Washington, les feux verts de Londres, le fait vert des grandes puissances. Et donc, Kagame et Museveni deviennent les gendarmes de l'Afrique des Grands Lacs et ils remplacent évidemment Mobutu. Et donc, objectif caché de cette guerre qui commence, comme je l'ai dit, qui commence Burundi. Si Burundi ne massacre pas entre 300 et 500 000 Hutus, et ces massacres vont créer le psychose au niveau de la région, qui va pousser parmi eux certains groupes de se militariser. Ils se sont dit, ou c'est la mort, ou nous vivons. Et pour vivre, nous devons, chacun d'entre nous, nous devons nous armer. Et donc, en s'armant pour se protéger,
de ce qui s'est passé en 72 au Burundi, Mobutu aurait pu arrêter ça. Vous comprenez? Donc Mobutu aurait dit, juste dire, eh, on ne s'arme pas ici. Ici, chez moi, on ne s'arme pas. C'est l'État qui défend. C'est l'armée congolaise qui va vous défendre les uns les autres. Et d'ailleurs, celui qui va s'armer ici, il sera arrêté. Et il sera renvoyé au Rwanda. Et donc, le fait d'avoir laissé ces gens s'armer pour se protéger, Mobutu, c'était une stratégie. Comme ça, il n'avait pas vraiment à s'impliquer dans la surveillance de l'Est. C'était trop grand. Il y a eu des entrées, ça rentrait toujours là. Nous parlons ici de la guerre du Chaba 1, guerre du Chaba 2. Et donc, il vaut mieux, fallu laisser ces gens s'armer pour qu'ils soient après près, en quelque sorte, des sentinelles de garde du corps de cette frontière en question. Donc, c'était une mauvaise politique, une mauvaise stratégie. Et donc, ça a formé les gens. Les amis, la guerre n'était pas que contre les génocidaires, c'était un projet politique, géopolitique. Objectif, évidemment, le contrôle de l'Est du Congo, qui est riche en or, coltan, cassiterite, cuivre, vous connaissez déjà. Installer un régime ami, mettre Kabila au pouvoir pour contrôler Kinshasa, éliminer les Hutus génocidaires, oui, mais aussi, et coloniser la colonisation économique du Congo. Objectif central, c'était ça l'objectif, la colonisation économique du Congo. Et la chute de Mobutu, 96, prise de Goma, 97, prise de Kisangani, 97, chute de Kinshasa, Laurent Désiré Kabila devient président, Mobutu s'enfuit au Maroc, mort en exil. Et les résultats, les Rwandais dirigent le Congo depuis les coulisses. Les Rwandais dirigent le Congo depuis les coulisses. Kabila est au début une marionnette de Kigali. Après, il va changer de position. L'Est du Congo passe sous occupation indirecte et la guerre d'occupation minière commence réellement. Et donc, la conclusion ici, tout part des Burundi en 1972. La continuation avec le FPR en 90-94 et explose au Congo en 1996 et n'est toujours pas fini aujourd'hui. Vous le savez, nous sommes à Washington, nous sommes à Doha, nous sommes par-ci, nous sommes par-là. Les amis, en vérité, je veux m'arrêter là maintenant. Je sens que ma voix s'arrête. Ok, ma voix s'arrête. La voix ne veut plus avancer. Alors, si vous avez un mot à dire, vous pouvez monter et rajouter quelque chose. Sinon, je vais devoir vous dire bye bye. Ok, nous avons notre ami qui va monter. Bonsoir camarade Évariste, c'est bien ça, hein, si je lis bien. Exactement, bonsoir. Bonsoir mon Ça ami. fait au moins, c'est la 3e fois que je vous suis, à chaque fois vous mettez un dossier, vous l'analysez, vous l'épulchez, vous décortiquez, j'apprends beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier énormément, vous féliciter aussi parce que vous remerciez, vous nous apprenez, vous félicitez parce que vous faites des recherches, vous informez avant de venir nous informer. Et je voudrais encore vous encourager parce que de telles vérités, il y a 2 tranches qui n'accepteront pas que ce soit dit. C'est la communauté Tutsi qui ont intérêt pour une guerre existentielle chez eux, enfin d'envahir le Congo de plus en plus, sur tout le plan politique, minier, commercial, géostratégique, géoéconomique et tout. Ils ne vont pas vouloir, ils vont vous attaquer constamment. Ils ne vont pas se fatiguer, ils sont structurés, organisés et ils prennent le Congo de façon tentaculaire, même si à l'étranger, dans des panels comme celui-ci, ils vont toujours continuer à vous combattre pour ne pas informer. L'objectif est que le Congolais reste toujours ignorant, ne prenne pas conscience et connaissance de ce qu'est devenu leur pays, la cause pour laquelle ils sont devenus comme ça, et comment ils peuvent s'en sortir. Tout à fait. La deuxième branche, c'est la branche occidentale qui tire profit du désordre
où le Congo est écartelé, comme ça, leurs multinationales peuvent trouver des matières premières à bas coût, pour ne pas dire gratuitement. Mais seulement, ce type de connaissances dont vous exposez dans le panel doit ramener aux Congolais que je suis, et d'autres aussi, ceux qui sont à l'étranger, dans la diaspora étalée dans le monde, mais ceux qui sont aussi dans les territoires, de pouvoir prendre conscience. Savoir que nous sommes arrivés là, parce qu'à un moment donné, il y a eu de la léthargie. Tout à fait. Et que nous avons laissé faire. Les intellectuels de chez moi, ou du moins que je peux dire les diplômés de chez moi, ne sont pas plongés à la recherche. Ils sont très statiques. Ils se limitent à finir un cycle, chercher du travail